Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV avec au sommaire ce soir la polémique sur le carnaval de Marseille qui s'invite à l'Assemblée nationale. Nous serons avec le député Les Républicains de Marseille, justement Julien Ravier, qui a interpellé le ministre de l'Intérieur. Le grand bazar pour les commerçants dans les Alpes-Maritimes. Certains sont ouverts, d'autres fermés. D'où l'incompréhension des tatoueurs, par exemple des cordonniers, qui pourtant respectent scrupuleusement les protocoles. Et puis, nous découvrirons le portrait de ce maître du temps, horloger, meilleur ouvrier de France à Gardanne. Un très beau métier à retrouver donc à la fin de ce Grand Direct. Sachez que nous serons également avec Céline Florentino, qui est enseignante à Nice et qui a signé une tribune pour la laïcité très remarquée dans le magazine Marianne. Elle nous expliquera les difficultés qu'elle a à parler en cours de religion, de valeurs de la République. Céline Florentino, donc, qui sera avec nous à 19h. Denis Caro également, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, comme chaque mardi. Bonsoir Eric. Eh bien bonsoir Nicolas. J'étais en train de réfléchir, on est bien mardi. Oui. Je pensais qu'on était déjà mercredi, mais non, nous sommes bien mardi. Et à la une de l'actualité, toujours, encore et toujours, le carnaval de la Plaine à Marseille qui n'en finit pas de faire des vagues. 4 carnavaliers qui ont été interpellés seront jugés en comparution immédiate demain. Nous y serons bien sûr. Et en attendant, la polémique s'est invitée devant l'Assemblée nationale. Le député des Bouches-du-Rhône, le député Les Républicains Julien Ravier, a interpellé le ministre de l'Intérieur. C'était cet après-midi lors des questions au gouvernement. Je vous propose de l'écouter. 6500 personnes, sans masque, sans distanciation, sans gestes barrières. Bref, un véritable scandale sanitaire. Pourtant, ce carnaval organisé par des collectifs pirates dans un but politique avait bien été annoncé dans la presse. Le maire de Marseille et les maires de secteur printemps marseillais étaient bien au courant. Pire, des élus de cette nouvelle majorité y ont pris part et le revendiquent. Il aura fallu attendre 21 heures pour que la municipalité condamne ce qui s'appelle désormais le carnaval de la honte. Cette inaction et ce silence coupable ne peuvent que nous interroger sur d'éventuelles complicités, qu'elles soient actives ou passives. Il semble que les forces de l'ordre n'aient pas été diligentées en nombre suffisant dès le début de la manifestation sauvage pour empêcher les débordements. En conclusion, nous avons besoin qu'une enquête fasse toute la lumière sur ces événements, sur la responsabilité des collectifs, sur les dysfonctionnements des services de l'État et surtout sur l'éventuelle implication de cette municipalité laxiste. C'était un événement qui était non déclaré et donc illégal. Vous savez qu'il y a eu des dizaines d'interpellations. Le dossier est maintenant entre les mains de la justice. Je veux vous dire qu'en ce qui concerne les forces de l'ordre, il y a eu plus de 38 000 contrôles qui ont été faits ce dimanche dernier par les policiers et par les gendarmes. Et préciser au passage que les policiers et les gendarmes ne sont pas là pour pallier l'irresponsabilité individuelle de chacun. Je crois qu'il y a une seule manière de nous en sortir de cette pandémie, c'est d'être solidaires. Solidaires avec les soignants, solidaires avec les policiers, solidaires avec les gendarmes et de respecter encore et toujours les gestes barrières. Ça n'a pas été le cas à Marseille, je le condamne très fermement. Voilà, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui n'était pas présent. C'est pour ça que Marlène Schiappa, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, a pris la parole et a répondu à Julien Ravier. Julien Ravier qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'évoquer la réponse plutôt laconique de Marlène Schiappa, vous nous livrerez votre sentiment. Juste un mot sur les accusations, finalement, que vous avez portées aussi devant l'Assemblée nationale autour du maire de Marseille, des élus du printemps marseillais, que vous accusés donc de complicité. Si vous voulez, ce ne sont pas des accusations, ce sont des interrogations aujourd'hui qui sont des interrogations très légitimes. On s'aperçoit que ce carnaval, même s'il est réalisé chaque année sans autorisation par des collectifs pirates, eh bien, il était connu de tous. Il avait été annoncé dans la presse, il était connu du maire de Marseille, je crois qu'il l'a bien reconnu, connu du maire de secteur, des maires de secteur concernés printemps marseillais, connu de l'adjoint à la sécurité. Et donc, forcément, lorsqu'on sait ça, on ne peut que s'interroger sur une éventuelle implication passive ou active de la municipalité. Et donc, je pense que s'il y a une enquête, eh bien, elle doit faire toute la lumière là-dessus. Je souhaite bien entendu que notre mairie de Marseille ne soit absolument pas impliquée dans ce sujet-là, mais on peut avoir des doutes, d'autant qu'il a été révélé, je crois, par vos collègues de France Bleu Provence,
que des élus printemps marseillais ont bien participé à ce carnaval et voire même le revendiquer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ça n'est pas des accusations que je formule, mais ce sont des interrogations légitimes dans le cadre d'une enquête qui doit faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, y compris aussi d'éventuels dysfonctionnements des forces de l'ordre. Alors on a essayé d'avoir plusieurs responsables de la mairie de Marseille dans cette émission. On a essuyé plusieurs refus. Sur cette question des élus qui auraient participé à ce carnaval, la majorité dit vouloir prendre, pas des sanctions, mais en tout cas des recadrages. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant de recadrer les participants printemps marseillais à cette manifestation ? Je pense que les recadrages, c'est un minimum, mais à mon avis, il faut aller plus loin. Parce que quand on est élu de la République, quand on porte une écharpe tricolore, quand on doit montrer l'exemple, quand on doit être républicain et en même temps responsable, eh bien, on se doit d'une exemplarité. Donc, si certains élus y ont réellement participé, si certains élus font partie de ces collectifs pirates, parce que vous savez bien que ces collectifs, ils soutiennent la majorité printemps marseillais, et cette majorité printemps marseillais a tendance aussi à les soutenir. Ça s'est vu pendant la campagne électorale. Donc, quand on voit des scènes, comme vous êtes en train de montrer, qui sont des scènes désastreuses pour Marseille, mais désastreuses en plus en pleine crise sanitaire, alors qu'on a une partie de la France qui est reconfinée pour un 3e confinement dur, je pense qu'il faut non seulement des recadrages, mais très certainement des sanctions. Et moi, si j'étais eux, j'oserais présenter ma démission pour que d'autres élus prennent leur place. Je vais donner la parole à Éric Revel dans une seconde. Juste un mot sur la réponse que vous a apportée Marlène Schiappa. Vous demandez une enquête, elle ne répond pas à cette question. Est-ce que vous avez plus d'informations ? Est-ce que vous allez interpeller directement dans les couloirs de l'Assemblée le ministre de l'Intérieur ? Oui, il est certain, je vais le croiser, je pense qu'il était occupé, il a beaucoup de travail en ce moment, on le sait. Je me suis permis d'ailleurs de le remercier parce que vous savez, il a augmenté les forces de police pour Marseille et c'était notamment suite à ma demande dans le cadre d'un amendement que j'avais défendu dans le cadre du texte sécurité globale. Donc oui, je lui demanderai, en fait, il y a une enquête qui est ouverte par le parquet, mais je trouvais que c'était important que le gouvernement, à travers notamment les élus que nous sommes, la représentation nationale, nous puissions interpeller et que ce gouvernement puisse s'impliquer aussi s'il doit y avoir des enquêtes internes qui doivent être faites. Parce que, comme je le redis, même si je pense que les forces de l'ordre sont intervenues et fort heureusement, on peut constater qu'elles sont intervenues relativement tard et que peut-être, même si c'est vrai que la manifestation n'était pas déclarée, peut-être que la prudence et l'anticipation auraient dû nous permettre d'avoir plus de forces de l'ordre plus tôt dans la journée et de mieux encadrer, voire de dissiper les troubles qu'on a pu connaître. Julien Ravier, j'allais vous faire remarquer que vous aviez un ton un peu plus conciliant ce soir dans le Grand Direct sur Azur TV que lors de votre question au gouvernement tout à l'heure à l'Assemblée nationale, mais vous venez de prononcer un mot fort sur lequel j'aimerais peut-être que vous donniez quelques éclaircissements. Vous avez demandé des démissions, ou de qui s'agirait-il ? De qui demandez-vous la démission ? Écoutez, moi je ne suis pas là pour faire la police au sein du printemps marseillais. Je pense que le maire de Marseille en est tout à fait capable. Je ne connais pas précisément les personnes qui sont impliquées, mais en tout cas, s'il y a des élus de la République qui s'impliquent dans des carnavals de la honte comme celui auquel on a assisté, qui, comme je vous le disais, vraiment, enfin, c'est une insulte qu'on fait aux victimes. Mais par exemple, ça pourrait concerner ce conseiller d'arrondissement. Vous parliez de France Bleu Provence tout à l'heure qui révélait cette information. Ce conseiller d'arrondissement de la ville de Marseille qui aurait appelé à venir à la fête, au carnaval, sur sa page Facebook. Écoutez, oui, je pense que ces personnes-là, aujourd'hui, doivent répondre aussi des appels qu'ils ont réalisés. Et à un moment, il faut savoir être responsable. Merci beaucoup Julien Ravier, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, ancien maire de secteur aussi à Marseille. Vous avez interpellé donc le gouvernement cet après-midi sur cette question du carnaval de la Plaine. 6500 carnavaliers qui ont défilé, dégradé une partie de la ville et puis donc surtout défilé sans masque. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation sur les antennes d'Azur TV. Je rappelle que 4 d'entre eux seront jugés demain, notamment pour rébellion, outrage à agents et destruction de
de biens publics. Comparution immédiate que nos journalistes suivront de près, bien sûr. C'est d'ailleurs le thème de votre édito, Éric. Oui, parce qu'on le voit bien quand on écoute Julien Ravier, la polémique n'est pas près de retomber. Forcément, l'opposition met la pression, c'est son rôle aussi, l'opposition au conseil municipal de la ville de Marseille. Et pour l'instant, les réactions des élus de premier plan de la ville de Marseille sont plutôt, j'allais dire, en demi-teinte. Bon, quand même, Benoît Payan, le maire de Marseille, a parlé d'égoïstes irresponsables à propos de ceux qui ont organisé et qui ont défilé dans cette fête, dans ce carnaval de la Plaine à Marseille. Pour le reste, c'est plutôt un peu en demi-teinte. Par exemple, Jean-Marc Coppola dit ça ne donne pas l'exemple, et Michel Rubirola, l'adjointe à la santé de la ville de Marseille, elle conseille aux participants de ce carnaval d'aller se faire dépister. Alors c'est vrai que c'est des conseils qui sont importants, mais qui ne suffiront sans doute pas à éteindre la polémique, parce qu'il faudra identifier, comme le disait le député à l'instant, les responsabilités des uns et des autres. Parce que sinon, d'autres fêtes pourraient être organisées dans la ville de Marseille. Le problème, c'est que ces rappels à l'ordre public ou ces rappels à l'ordre sanitaire, pour l'instant on n'en est que là, ne solutionnent pas le problème et visiblement ne suffisent pas à l'opposition à Marseille. Il faut dire, et il faut le répéter, qu'il y a un enjeu de santé publique qui est très très fort, parce que personne ne sait quels vont être les développements, notamment en termes de clusters, après ce rassemblement. Et puis, la ville de Marseille n'a évidemment pas besoin de ça, c'est l'image de la ville de Marseille, donc de la municipalité de Marseille qui est ébréchée. Donc il faut, et on l'attendra, au-delà des 4 comparutions immédiates dont vous parliez, Nicolas, il faut sans doute que la ville de Marseille, maintenant, donne peut-être un échéancier, réagisse de manière un peu plus nette pour éviter que ce type de débordement ne se reproduise. Voilà, et on rappelle donc la comparution demain de ces 4 carnavaliers interpellés, avec évidemment l'antenne ouverte aux élus du printemps marseillais qui peuvent venir s'exprimer. Pour l'instant, qu'on a fait chou blanc et qu'on essuie quelques refus, mais évidemment on va essayer cette semaine d'avoir ou Yannick Ohanessian, l'adjoint à la sécurité, ou Jean-Marc Coppola, oui, l'adjoint à la culture, pour avoir des précisions. Cette antenne leur est donc, comme je l'ai dit, bien sûr, ouverte. L'autre sujet du moment, c'est bien sûr le confinement dans les Alpes-Maritimes. Confinement un peu particulier, parce que c'est vrai, Éric, quand on se balade dans les rues de Nice, de Mandelieu, de Cannes, on n'a pas l'impression que le territoire est confiné. Vous le savez, certains des commerces sont autorisés à ouvrir, d'autres pas. Nous serons avec une esthéticienne dans quelques instants qui ne comprend pas pourquoi les coiffeurs sont autorisés et pas elle. En attendant, voyez ce reportage de Claudia Olivier, tourné aujourd'hui à Nice. Donc voici la pièce du fond qui nous permet de tatouer une seule personne en même temps avec les limites restrictives, c'est parfait. Encore une fois, Alex range les encres et les aiguilles. Le gérant de ce salon de tatouage à Nice n'a pas eu d'autre choix que de baisser le rideau. Le confinement en vigueur dans les Alpes-Maritimes conduit à la fermeture de certains commerces, mais pas tous. Une décision incohérente pour Alex, d'autant que sa profession l'oblige à être intransigeant avec l'hygiène. Tout simplement, nous, de par notre formation, on a des mesures d'hygiène. Donc tous les jours, on a un bio-nettoyage quotidien à faire, une désinfection de tout le matériel, de tous les meubles. Donc on a été formé pour ça, on a un diplôme pour ça. Donc ça, c'était une chose qui était appliquée avant le premier confinement. Des prises de rendez-vous en amont, une seule personne à la fois dans le salon. Depuis le début de la crise, Alex et son équipe ont durci les mesures sanitaires. Pour lui, la fermeture de son établissement a également un impact psychologique sur les clients. L'impact psychologique pour les gens qui se font tatouer, c'est aussi très réel, puisqu'on aide les gens à aller mieux dans leur vie. Par exemple, moi, j'ai eu des pères de famille qui ont perdu leur fils, qui ont besoin de se faire tatouer le portrait de leur fils pour pouvoir aller mieux. Et c'est très compliqué pour eux d'annuler leur rendez-vous. Un lien social que cet autre commerçant souhaite préserver. Cordonnier et vendeur de chaussures, Max Estin n'est autorisé qu'à exercer son activité de réparation. Lui aussi pense que les commerçants ne sont pas les seuls pénalisés. Et une grande inquiétude, notamment en matière des stocks que nous recevons, parce que les stocks, que ce soit dans le prêt-à-porter, chaussures, vêtements ou diverses, ces stocks-là ont été constitués et préparés il y a plus de 6 mois à l'avance. Ils arrivent, on ne peut pas faire de retour à nos fournisseurs, sinon c'est toute une filiale que l'on met en déséquilibre. Il ne faut pas penser qu'au niveau du commerce et de la distribution, mais je pense également à toute cette filiale qui est tremblante et qui risque forcément de se déstabiliser et de disparaître un jour.
Couvre-feu, confinement, ouverture, fermeture. Pour le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises des Alpes-Maritimes, les commerçants ne peuvent plus naviguer à vue. Honoré Guetti demande de la transparence au gouvernement. Comme nous n'avons pas de visibilité, les entreprises, elles vont au coup par coup. Elles peuvent avoir les mesures, elles ne peuvent pas l'avoir. Si elles ne peuvent pas les avoir, pourquoi elles ne peuvent pas les avoir? Donc il faut véritablement que l'on arrive à être très 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 précis sur pourquoi un il a, pourquoi l'autre il n'a pas, etc. Voilà. C'est vraiment quelque chose de fondamental parce qu'on va se retrouver, on ne voudrait pas qu'après une crise sanitaire et une crise économique, on se retrouve avec une crise sociale. La semaine prochaine, les commerçants seront reçus par la préfecture des Alpes-Maritimes pour aborder la question des aides financières. La liste des commerces ouverts pourra évoluer selon le gouvernement. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire réfléchit également à la possibilité de laisser les commerces fermés écouler leurs stocks. Voilà pour le point avec les commerçants. Bonsoir Julie Otoloyas, vous êtes esthéticienne à Saint-Laurent-du-Var. On va évoquer avec vous une question qui n'est pas si anecdotique que ça. Pourquoi les coiffeurs et pas vous? Mais avant cela, je voudrais juste la réaction d'Éric parce que Bruno Le Maire ouvre la porte à des évolutions, pas législatives, mais en tout cas sur les ouvertures autorisées. Et puis cette possibilité pour les commerçants concernés d'écouler leur stock. Oui, alors c'est une mesure, si elle est prise, qui est évidemment importante pour les commerçants, et on demandera à Julie Otoloyas de nous dire ce qu'elle en pense. Mais au-delà de tout ça, on voit bien aussi que le poids des fédérations est un peu différent. C'est-à-dire que quand vous avez une fédération professionnelle qui est extrêmement puissante, ça a été le cas par exemple de celle de la coiffure ou de celle des fleuristes, peut-être que le message est davantage passé que d'autres fédérations qui sont peut-être pas montées au créneau. Parce qu'évidemment, on ne comprend pas pourquoi des coiffeurs pourraient être ouverts, mais pas un salon esthétique. On n'en comprendrait pas pourquoi. Vrai. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, vous avez peut-être remarqué dès dimanche, la liste des commerces qui pouvaient rester ouverts dans ce confinement extérieur est extrêmement longue, ce qui a valu à certains, avec un certain trait d'humour, de dire il y a plus de commerces ouverts autorisés à être ouverts que de commerces autorisés à être fermés, et on ne comprend pas. Et vous avez aussi noté une chose, c'est que la notion de commerce essentiel a été un peu abandonnée, parce qu'évidemment quand on dit que les chocolatiers restent ouverts, on comprend pourquoi, puisque la saison de Pâques c'est la saison où on vend des chocolats, mais de là à expliquer qu'un chocolatier est un commerce essentiel, il y a encore un peu de chemin à faire. Alors Julie Otoloyas, je le disais, vous êtes esthéticienne à Saint-Laurent-du-Var, et la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi vous n'êtes pas autorisé à ouvrir alors que les commerçants, les coiffeurs le sont. Vous êtes sur le même créneau, le bien-être, voilà, on peut très bien se passer 4 semaines de coiffeur, même si les cheveux poussent un peu, c'est pas vital. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez une réponse à cette question ou toujours pas? Absolument pas. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse à ce sujet. Effectivement, les coiffeurs ont été considérés comme essentiels, ce qui a été très dévalorisant pour notre métier. Alors qu'au premier confinement, justement, l'esthétique avait été revalorisée par rapport à tout ça. Là, on ne comprend pas. Alors, la CNAIB est montée au créneau, ils ont eu des rendez-vous, ils ont essayé de faire entendre notre voix, mais aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse et on est toujours fermé. Donc, non, il n'y a pas de réelle explication à ce sujet, honnêtement. Alors qu'on a investi dans des plexis, dans des masques, dans des gants, on fait attention, on reçoit cliente par cliente. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Est-ce que vous considérez que vous avez aussi un rôle à jouer sur la psychologie de vos clients? Parce qu'on l'a vu, même le vendeur de chaussures, Max Estin, le dit, pour le mental de ses clients, c'est important. Le gouvernement alerte sur les ravages de la Covid, sur le mental des Français. Vous pouvez travailler là-dessus? Bien sûr, il a été dit par toutes les clientes qui sont revenues dans les salons de coiffure, d'esthétique, puisque c'est le même métier entre guillemets, ça fait partie de la beauté et du bien-être. Ça a été aussi le lien social. Voilà, si vous voulez, les clientes, quand elles viennent dans votre institut, elles viennent parce que ça fait longtemps, elles vous connaissent, elles discutent, elles vous racontent un petit peu leur vie. Il y a vraiment un lien social et le fait de se faire plaisir, ça fait du bien au moral. Et c'était ce qui tenait aussi un petit peu les personnes, quoi, de pouvoir venir se faire les cheveux, les ongles, les épilations, se sentir bien. Et là, on nous coupe l'herbe sous le pied et même les clientes ne comprennent pas pourquoi la coiffure, oui, et l'esthétique, non. À quel degré la coiffure est plus importante que l'esthétique? On n'a pas réellement de réponse finalement. Surtout que nous avons la même convention collective, je tiens à le rappeler.
Donc sur quelle base on se met pour nous dire que nous ne sommes pas essentiels? Si vous allez faire un sondage dans la rue de personnes qui viennent dans des salons d'esthétique, eux-mêmes vous diront non, l'esthétique est tout aussi essentielle que la coiffure. Est-ce que vous savez si votre fédération va remonter au créneau, par exemple, auprès du ministère des Finances? Est-ce que vous savez s'il y a des rendez-vous de Calais ou pas? Oui, ça n'arrête pas. Moi, je les suis sur les réseaux. Ils sont en lien tout le temps. Bon. Ils ont des rendez-vous téléphoniques avec les ministres. Monsieur Alain Griset aussi a un petit peu essayé de répondre aux questions. Qui est le ministre de l'Artisanat et des PME. Tout à fait. Voilà. Ils essayent, mais à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On vous donnera une réponse dans les semaines à venir. Mais, mais dans l'autre sens, est-ce qu'on vous dit, on ne vous donne pas de réponse positive, mais est-ce qu'on vous dit pourquoi vous êtes fermé? Est-ce qu'on vous donne des raisons, Aucune raison n'a été donnée à ce jour. Une raison concrète. Aucune. Rien du tout. Donc c'est ça qui est hyper atroce. C'est qu'on ne peut même pas... Voilà, c'est pas cohérent. Et personne ne comprend. Et je vais vous dire, moi j'ai des amies coiffeuses qui sont aussi de tout cœur avec nous, qui sont très contentes de travailler, et nous sommes très contentes aussi pour elles qu'elles aient le droit, parce qu'aujourd'hui, apparemment c'est un droit de travailler, donc elles sont très contentes de travailler, mais elles-mêmes ne comprennent pas pourquoi nous, on est fermés à ce jour. Depuis le début de la crise, qu'est-ce que ça vous a coûté, ce Covid-19, finalement? Vous avez vraiment perdu beaucoup de chiffre d'affaires? Perdu beaucoup. On a quand même été bien aidés. On a eu le chômage partiel pour nos salariés, on a eu le fonds de solidarité, on a eu l'aide au mois de novembre qui a été quand même assez intéressante dans le sens où c'était par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente. Au mois de mars, on a dû faire des crédits, des PGE, des prêts garantis par l'État. Bon, ça va être compliqué parce qu'il va falloir les rembourser alors qu'aujourd'hui, on nous ferme encore une fois. Donc, perdre de l'argent, on a perdu de l'argent sur le moment, mais les ouvertures ont été quand même assez bonnes, on va dire, dans l'ensemble. Les gens sont revenus, vraiment. Et même plus qu'avant, en fait, finalement. C'est pour ça que le métier a été hyper valorisé. En fait, les gens se sont dit, bah oui, ça fait du bien, donc on y va, en fait. On n'a qu'une vie, on va profiter de notre vie. C'est très dur en ce moment moralement pour tous les Français, pour tout le monde d'ailleurs. Et donc les gens étaient un petit peu... voilà, c'était plus facile pour eux de moins regarder, entre guillemets. Donc, une dernière chose, l'ouverture était bonne. Une dernière chose, du coup, j'imagine que dans ce qu'a dit Bruno Le Maire, Gabriel Attal, ce qu'on dit Bruno Le Maire et Gabriel Attal, l'élément qui vous donne un peu d'espoir, c'est que la liste peut évoluer. Donc j'imagine que vous surveillez très régulièrement si les salons d'esthétique... Vous n'avez pas l'air d'y croire. Du coup, je pensais que ça allait vous donner un peu d'espoir, mais pas du tout. Non, parce que l'argument de comparaison avec le coiffeur, je trouve qu'il est bon. Donc il pourrait peser et finalement tordre le bras au gouvernement. Il n'y a pas de raison objective de vous empêcher d'ouvrir alors que les coiffeurs le sont. Moi, je pars du principe qu'on n'aurait pas dû nous fermer tout court à ce moment-là. Parce qu'on laisse quand même des cordonniers ouverts. Alors très très bien, moi je suis très contente pour tous ceux qui sont ouverts et je suis hyper solidaire de tous ceux qui sont ouverts et je leur souhaite que des belles choses. Mais aujourd'hui... voilà, tant qu'il n'y a rien de dit, je ne veux pas m'avancer. C'est vrai que la fermeture a été annoncée donc le vendredi ou le jeudi, de mémoire, je ne me rappelle plus. Le jeudi, oui. Et juste derrière, le lendemain, les coiffeurs ouverts. Bon, alors à ce moment-là, il fallait nous ouvrir dès le départ. Le débat ne doit pas être là. Le débat ne doit pas avoir lieu, en fait, aujourd'hui. C'est aberrant par rapport au métier, je parle, en tout cas entre la coiffure et l'esthétique. C'est la même chose. On ne comprend pas. Donc, oui, faire évoluer la liste, on l'espère, on croise les doigts. La CNAIP se bat et on est derrière eux et on lâche rien, comme on dit dans notre jargon. Mais... tant que rien n'est annoncé, je ne peux pas y croire. Je ne comprends même pas notre fermeture, si vous voulez. Je ne comprends même pas notre fermeture dès le départ. Donc oui, l'évolution de la liste, on l'attend. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de réponse concrète. Ce ne sont que des mots. Écoutez, bon courage. En tout cas, on va suivre ça de près, nous aussi, parce que ça nous concerne tous finalement. Je rappelle que, Julie, vous êtes esthéticienne à Saint-Laurent-du-Var et que vous portez aussi une parole importante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous laisser la parole. Je vous en prie, on est là aussi pour ça. Éric, juste avant de passer à un autre sujet, un dernier mot là-dessus.
on taxe le gouvernement d'être pas bancal, mais maladroit depuis le début de la crise. Là, c'est quand même une illustration parfaite aussi de cette maladresse, avec une liste qui paraît presque arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas paralyser toute l'économie, donc on fait un choix et puis on exclut d'autres types de commerces. Oui, puis quand on prend une décision comme ça, on se dit le gouvernement l'a préparé en amont, donc il a la bonne attestation, vous voyez ce que je veux dire, il a la bonne liste de commerces qui va rester ouvert ou qui va fermer. Non, ça donne l'impression, tout ça, de beaucoup d'improvisation, qui va parfois jusqu'à de l'incompréhension, voire de l'incohérence. Vous avez peut-être entendu le chef de l'État à Valenciennes qui a affirmé qu'on aurait 10 millions de vaccinés à la mi-avril, qui a affirmé que début avril, on aurait un 4e vaccin, Johnson & Johnson. Alors on a envie de dire, en France, on n'a pas de vaccin, mais on a des slogans. Vous avez vu le slogan pour le nouveau confinement extérieur, c'est « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Alors le gouvernement appelle à la responsabilité individuelle et collective, c'est une bonne chose, mais en attendant, on ne peut pas dire « j'appelle à la responsabilité de chacun », dire que seuls les vaccins nous sortiront de cette situation et de ne pas nous dire réellement de combien de doses on dispose. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc cette improvisation, elle touche les commerces. On l'a vu avec les instituts d'esthétique, mais on le voit aussi globalement, malheureusement, dans cette gestion de crise. Nous en venons à la sécurité, la laïcité dans les écoles. Nous serons dans quelques instants avec Céline Florentino, qui est enseignante à Nice, une combattante depuis de longues années sur le thème de cette laïcité. Elle signe une tribune. Elle a signé une tribune la semaine dernière dans le magazine Marianne. Mais avant cela, ce reportage à l'école juive de Marseille. Tiens, justement, vous vous souvenez, cette école, l'école Yavneh, où un homme avait été interpellé, couteau en main. Alors on ne sait toujours pas s'il avait l'intention d'agir ou pas. En attendant, un label École Sûre vient de lui être décerné. C'est un reportage de Yentel Criado. C'est dans cette école juive de Marseille qu'un homme armé d'un couteau a été interpellé et maîtrisé le 5 mars dernier grâce à la vigilance des parents d'élèves et des agents de sécurité de l'établissement. Aujourd'hui, il se voit remettre le label « Les engagés de la région Sud ». L'occasion pour le président de région, Renaud Muselier, de présenter le nouveau dispositif qui permettra de renforcer la sécurité des écoles, avec notamment le déploiement des bornes d'appel d'urgence connectées aux forces de l'ordre et la création d'une brigade de sécurité mobile. Elle interviendra à la demande des proviseurs. Il y a des fois où il y a des crises, il y a des conflits et ils ne savent pas très bien qui appeler. Appeler la police, c'est peut-être pas la bonne solution. Les surveillants ne sont pas adaptés pour faire ça. Et donc parfois les médiateurs ne sont pas adaptés non plus parce que les médiateurs sont souvent ceux qui font l'intermède, l'interface quand il y a des difficultés. Mais quand ils sont débordés, il y a une autorité naturelle qui doit arriver, une forme d'autorité morale, républicaine d'ailleurs. Et là, les forces extérieures sont utiles et c'est le sens de ces brigades. Le dispositif a été adopté ici, à l'école Yavneh. Mais pour le président du CRIF de Marseille, chaque établissement doit pouvoir bénéficier d'une sécurité renforcée. Aujourd'hui, on sait que c'est la nation française qui est ciblée, et pas que les Juifs. À une époque, c'était que les Juifs, ou essentiellement les Juifs. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la nation. Donc je crois qu'il faut faire, en fonction de ça, il faut bien évidemment sécuriser, encore une fois, l'ensemble des établissements scolaires. Les caméras ne suffisent pas, il faut bien sûr des gardes statiques et mobiles, il faut les deux. Il faut aussi des agents de sécurité qui soient recrutés par les établissements scolaires. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Et je vais proposer au président Muselier, justement, dans son plan Région Sûre, de rajouter peut-être le financement, tout ou en partie, d'agents de sécurité qui soient dans l'établissement scolaire et qui permettent de sécuriser cet établissement. Selon le président de région, la brigade de sécurité mobile doit être mise en place d'ici la fin du mois d'avril. Voilà, bon, dispositif innovant, on ne fait jamais assez pour la sécurité notamment des écoliers. On rappelle que en 2012, au mois de mars, c'est dans une école juive que Mohamed Merah a perpétré ses premiers meurtres terribles. Parmi ces premiers meurtres terribles, ça reste une préoccupation majeure, Eric. La sécurité des écoles, c'est la grande crainte. Oui, ça reste évidemment une préoccupation majeure. Je retiens ce qu'a dit le président du CRIF, c'est-à-dire que c'est plus seulement une confession qui est ciblée.
mais c'est la République qui est ciblée, on l'a vu, hein, il y a eu des attentats terroristes islamistes qui s'en sont pris à des religions, mais aussi à des passants, et à Nice on en sait quelque chose. Donc je pense que cette question de la sécurité, elle est importante pour les élèves, pour les parents aussi qui mettent les élèves dans ces établissements. Et puis d'une certaine manière, on peut regretter aussi, si vous voulez, que ce pays bascule finalement dans ce genre d'actes où il faut maintenant des vigiles mobiles ou pas pour protéger tout ce qu'il y a à protéger dans notre région et dans le pays. Alors l'une des questions centrales, c'est celle de la laïcité. Bonsoir Céline Florentino, je le disais, vous êtes enseignante à Nice depuis plus de 30 ans. Vous le dites dans la tribune que vous avez signé dans le magazine Marianne la semaine dernière, un texte fort où vous expliquez toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous les enseignants aujourd'hui, pour aborder certaines questions, notamment autour des religions, de l'islam aussi. Quel est le constat d'abord qui vous a poussé à prendre la plume et à écrire cette tribune? Alors, c'est un constat que je fais depuis de nombreuses années déjà, mais ce qui m'a conforté, ce qui m'a motivé pour écrire cet article au départ, c'est un sondage IFOP qui a été réalisé il y a quelques jours pour la LICRA, un sondage qui a analysé le rapport des lycéens à la laïcité et qui faisait le constat que les lycéens sont de plus en plus empreints d'une laïcité qui n'est pas celle que les enseignants voudraient communiquer ou devraient communiquer. Et cela de plus en plus, et c'est très inquiétant. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, mais juste un mot sur les événements récents. On aurait pu penser que le meurtre de Samuel Paty, par exemple, aurait pu servir d'électrochoc aux élèves. C'est pas le cas encore. Ça n'a pas créé un sentiment, j'allais dire, d'aversion pour les questions polémiques autour de la religion. Malheureusement, je ne le pense pas, ou en tout cas pas autant que je l'aurais cru, ou que beaucoup d'enseignants l'auraient cru. Bon, moi, je travaille en école primaire, donc c'est quand même assez compliqué de parler de ça avec les enfants en âge du primaire, parce qu'ils n'ont pas trop bien compris ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte, les enseignants s'en sont rendus compte quand ils ont débattu avec eux à la rentrée après ce meurtre. Ils se sont rendus compte que les enfants n'avaient pas bien compris ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, ils sont abreuvés d'informations et puis on ne leur explique pas forcément à quoi correspond ce meurtre. Et donc, je crains que ça soit devenu un peu une information parmi d'autres et que l'électrochoc qu'on pensait qui aurait lieu, malheureusement, n'a pas vraiment eu lieu. Quels sont les discours qu'on peut entendre dans les écoles autour de cette question de la laïcité? Est-ce qu'on peut aborder aujourd'hui, vous, dans vos classes, librement Charlie Hebdo, les caricatures, le terrorisme islamiste? Alors peut-être pas en primaire, vous l'avez dit, c'est très tôt, mais vous échangez, j'imagine, avec des professeurs et peut-être en collège ou en lycée. Alors déjà, avec les enfants, c'est sûr que ce n'est pas une question que nous abordons, mais moi, ce que je disais dans l'article, en tout cas, la question que je me suis posée par rapport à ce sondage, c'est comment faire pour en parler dès le plus jeune âge, pour ne pas que justement, plus tard, à l'adolescence, on se rende compte complètement éberlué que des valeurs essentielles n'ont pas été transmises. Donc ça, c'est d'un côté avec les enfants. D'un autre côté, avec les collègues, avec les enseignants, il se trouve que on en parle très peu, finalement. Alors justement, Madame Florentino, dans votre tribune, vous écrivez, vous dites « Je me souviens d'un directeur d'une de mes anciennes écoles qui m'avait dit il y a quelques années, face aux premières atteintes à la laïcité que nous constations, il vous avait répondu « C'est difficile de parler laïcité quand tout le monde pense différemment. Donc, vous dites, il préférait ne pas en parler. Quant à la hiérarchie, vous concluez ce paragraphe comme ça, c'était encore bien pire, le sujet n'existait pas. Le sujet de la laïcité n'existait pas dans l'école républicaine. C'est votre témoignage.
disons que je sentais un gros malaise, un grand silence. Et c'est vrai que ce que ce directeur m'avait dit il y a quelques années m'avait marqué, parce que à l'école primaire, en fait, les atteintes à la laïcité qu'on constate viennent surtout des parents. Bon, j'ai eu plusieurs exemples il y a quelques années, encore maintenant, mais surtout il y a quelques années, et notamment après l'attentat de Nice, de parents. Alors j'ai des exemples très, très précis, hein. Mais donc voilà, par rapport à ces questions-là, moi je cherchais justement des réponses, parce que je pensais, et je pense toujours, que ne pas répondre n'est pas la solution, la preuve. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais vous abordez aussi la question de l'éducation à domicile. Si on ne parle pas de la laïcité au sein d'une classe dans une école républicaine, quand on fait de l'enseignement à domicile et que les parents enseignent le fait religieux, quand on réintègre ces élèves, pourquoi pas ensuite dans le système scolaire classique, c'est encore plus difficile de leur parler de laïcité, puisqu'ils ont été élevés dans leur milieu avec d'autres valeurs religieuses. Tout à fait. Et c'est bien d'ailleurs ça qui montre à quel point l'école est importante, à quel point l'école a un rôle primordial à jouer. Et je crois que c'est ça que nous avons perdu de vue depuis des années, peut-être même des décennies. Parce que comme je l'écrivais, en fait, même quand j'avais des classes, parce que là, donc, je suis spécialisée depuis 15 ans auprès des élèves en difficulté, mais même quand j'avais des classes, même moi, hein, et pourtant j'ai toujours été concernée par cette question, je ne l'enseignais pas vraiment parce qu'on ne nous le demandait pas vraiment, et parce que surtout on croyait que c'était des notions qui étaient acquises avant même d'avoir à en parler. Et en fait, on ne se posait simplement pas la question. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est passé à côté de valeurs qu'il fallait transmettre, mais que l'éducation nationale n'a pas su nous transmettre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la laïcité exactement? Déjà, il aurait fallu se mettre d'accord sur ce qu'on entend par laïcité. Et vous le dites d'ailleurs dans la tribune, c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que finalement, une des premières réformes à faire dans l'éducation nationale, c'est pas une réforme de la formation sur cette question-là, parce que vous n'êtes pas formé à enseigner la laïcité aujourd'hui, c'est un vrai sujet, un vrai débat, il faut vous donner des outils pour accompagner pédagogiquement les enfants. Oui, et comme je l'écrivais, il n'y a pas vraiment de formation prévue. Moi, j'ai eu 2 jours en 31 ans de formation sur et parce que vous l'avez demandé. Oui, voilà, je l'avais demandé. Donc, et chez les jeunes enseignants dans la formation, il n'y a rien non plus. Alors, je sais que c'est en train d'être réfléchi, mais il serait temps. Et après, c'est pas tout de mettre au programme officiellement avec des vrais outils la laïcité. Le problème, c'est comment on va la présenter aux enfants. Et tout le problème est là, toute la difficulté est là, et à ce niveau-là, Madame Florentino, vous dites, et on le sent bien, l'école républicaine, ça permet de donner un corpus commun à chacun, sinon d'être semblable, en tout cas de partager les mêmes valeurs. Et vous dites, je n'ai jamais rencontré un enfant qui se sente différent, qui soit heureux en 30 ans. Or, si on ne rentre pas dans l'école de la République, on sera forcément différent, et donc malheureux, puisque vous n'avez jamais rencontré un enfant heureux en 30 ans d'enseignement. Non, mais c'est sûr qu'un enfant qui se sent exclu des règles communes, ou qui est en difficulté d'ailleurs de manière générale, je ne vois pas comment il pourrait se sentir bien, et dans le présent, à l'école, et même plus tard, dans l'avenir. Et je crois que c'est justement ça qu'on n'arrive pas à transmettre. Après, il faut se mettre d'accord, mais là, ça va au-delà, je pense, de l'école, bien au-delà. Ça touche toute la société. Quelles sont ces valeurs exactement? Alors bien sûr, on est d'accord sur liberté, égalité, fraternité. Mais déjà, je pense qu'on ne l'a pas assez dit à l'école, on n'a pas assez dit ce que ça signifiait, et que ces principes-là, ces valeurs-là, ce sont
des valeurs que nous avons en commun. Le problème, c'est que depuis que je suis enseignante, ces dernières décennies, on a beaucoup insisté, et je ne dis pas que c'est un mal ni que c'est un tort, mais on a beaucoup insisté sur le droit à la différence. Depuis quelques années, l'école inclusive, qui est une bonne chose, c'est-à-dire intégrer des enfants, quelle que soit leur particularité, c'est un énorme défi à relever, mais qui peut faire perdre de vue ce que nous avons en commun sur qui nous sommes. Une dernière question, Céline Florentino, elle concerne directement le rapport à l'islam. Comment aujourd'hui, quand on est enseignant, qu'on veut enseigner une laïcité stricte, j'allais dire, on échappe à l'accusation d'islamophobie? On n'y échappe pas. Non mais c'est une vraie question, c'est difficile aujourd'hui quand on veut défendre une position laïque où la religion est en dessous, si vous me passez l'expression, des lois de la République, on peut très vite être taxé de raciste et d'islamophobe. Oui, c'est bien pour ça que je dis qu'on n'y échappe pas. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Parce que si on a peur de se faire traiter de raciste, surtout que critiquer les religions n'a strictement rien à voir avec le racisme, si on en a peur, on se tait. Et c'est bien ça qui se passe depuis des années. Donc oui, d'ailleurs, l'actualité l'a prouvé récemment avec ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble. Il y a des profs à Sciences Po là-bas qui ont contesté la notion d'islamophobie et ils ont été mis en danger gravement par les étudiants et très peu soutenus d'ailleurs par le reste de l'école. Donc il faut accepter le risque de ne pas échapper justement à ce mot valise d'islamophobie qui est destiné à faire taire toute critique de l'islam et des religions. Merci beaucoup en tout cas Céline Florentino. Votre tribune est à retrouver sur le site de Marianne encore. Elle est en accès libre, donc on peut la lire en intégralité. Et c'est un texte où vous expliquez aussi votre expérience et courants de pensée qui se sont affrontés et qui s'affrontent toujours à l'école. Et vous tentez de dénouer le fil de cette question quand même brûlante de la laïcité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Avant de passer à la suite, un dernier mot là-dessus, Éric. C'est vrai que c'est une question très sensible où il faudrait que la place soit laissée à la nuance, vraiment, et on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour la nuance. C'est où on est pour, où on est contre, où on est islamophobe ou pas, quoi. Mais on a des règles républicaines qui disent que la laïcité, elle s'impose, par exemple, dans l'école de la République. Donc à partir de là, je ne sais même pas pourquoi réellement on pousse le débat. On est dans l'école de la République, donc on est dans une République laïque. Si on veut, et la liberté de culte est reconnue évidemment en France largement, si on a envie de vivre sa religion au-delà des offices du vendredi ou du dimanche, eh bien on peut très bien aller dans une école juive ou une école coranique ou une école chrétienne qui va enseigner les préceptes, les principes de sa religion. Moi, je pense que dès l'instant où on est dans le creuset de la République et dans l'école de la République, on devrait observer une laïcité stricte. L'initiative citoyenne du jour, elle est à mettre à l'actif de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis avec la création d'une pension de famille qui est destinée à l'accueil des publics en situation de précarité. Explication et reportage, Alexis Ricard. D'ici la mi-avril, cette pension de famille située à Antibes accueillera ses premiers résidents. Après 1 an de travaux, tout est prêt. Oui, dans la réalité, en fait, c'était un hôtel. Et puis l'hôtel a fermé et donc la communauté d'agglomération à la ville d'Antibes l'ont racheté pour en faire ce qu'on appelle une pension de famille. Pension de famille, on imagine ce que ça veut dire. Ça veut dire des gens qui vivent ensemble, mais là, on va y accueillir des gens dans la précarité, des gens qui sont des cabossés de la vie, qui ont eu une vie normale et puis qui ont été en rupture pour des raisons diverses. Les résidents seront des personnes précarisées et souvent isolées.
Chacun de ces 23 appartements est meublé. Le loyer sera couvert en partie par l'aide au logement. L'idée, c'est de permettre aux gens de s'insérer dans leur environnement. Et donc, évidemment que tous ces logements sont soumis à une redevance dont ils vont devoir s'acquitter. Aujourd'hui, la redevance est de 437 € par mois, tout compris, le loyer, prestations, eau, électricité, assurance du logement. Les logements sont standardisés, seul l'agencement diffère légèrement en fonction de l'espace disponible. Chaque logement est individuel, indépendant, équipé, meublé. On est dans le champ du logement, c'est-à-dire qu'on est sur le logement privatif. Le logement est sacré. Ils vont pouvoir aménager leur logement comme ils le souhaitent. Évidemment, il est meublé. Ces logements privatifs sont associés à un encadrement. En effet, les résidents devront entretenir leur appartement, mais aussi les parties collectives. De la même manière, ils devront s'occuper à tour de rôle des repas. Et ils vont pouvoir rentrer et sortir à leur guise. La particularité, c'est qu'il y aura une équipe sociale, 2 personnes, qui seront à leur disposition dans le cadre, la première, d'un accompagnement social individuel continu, et la deuxième, qui aura plus particulièrement en charge l'animation et la vie collective de la structure. 12 pensions de famille comme celle-ci sont implantées dans le département. Et comme tous les mardis soirs, nous sommes en connexion avec Denis Carreau, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonsoir Denis, merci d'être avec nous. Alors pour avoir des nouvelles du gouvernement, de Gabriel Attal, des évolutions législatives qui attendent les Maralpins, eh bien, il faudra lire le journal demain parce que le porte-parole du gouvernement vous a accordé une longue interview. Oui, longue interview pour revenir à la fois sur les mesures annoncées par Jean Castex jeudi, pour revenir aussi sur les cafouillages du week-end, notamment autour des histoires d'attestation, et puis pour se projeter sur la situation sanitaire en général et la situation des Alpes-Maritimes en particulier. Une interview vérité qui n'est pas démesurément optimiste, et Gabriel Attal nous a habitués à l'être davantage, dans laquelle il revient notamment sur la campagne de vaccination qui s'accélère. Emmanuel Macron l'a annoncé ce midi avec une confirmation. Les plus de 70 ans pourront être vaccinés dès ce samedi dans les pharmacies ou chez leurs médecins traitants. Et cette annonce concernant les Alpes-Maritimes, mercredi prochain, le 31 mars, une opération de vaccination de grande envergure avec plus de 5000 doses administrées aux habitants des Alpes-Maritimes. Alors, autre dossier là-dessus, on a entendu tout à l'heure l'inquiétude de Julie Otoloyas, qui était esthéticienne. Les couacs résident aussi sur les commerces ouverts ou pas. Vous en avez aussi largement parlé dans le journal. Là, il y a un vrai sujet aussi, Denis. On sent l'incompréhension dans le 06. Alors, il y a un vrai sujet, il y a une incompréhension qui est évidente, mais là, Gabriel Attal n'en trouve pas de porte. On lui a posé la question très clairement, est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions concernant les commerces? Pas d'évolution a priori, même si tout va être regardé, donc visiblement statu quo qui va décevoir beaucoup de monde, et cette incompréhension, le porte-parole du gouvernement la comprend, il nous le dit, il comprend la lassitude des Français et des Azuréens, mais il va falloir continuer à faire des efforts, et on sait que pendant plusieurs semaines, la situation ne va pas s'améliorer. Est-ce qu'il est revenu, Gabriel Attal, sur la petite polémique qui oppose Christian Estrosi et Jean Castex sur cette promesse qui aurait été faite par le Premier ministre au maire de Nice de faire sauter le confinement, comme le dit Christian Estrosi, si le taux d'incidence passe en dessous des 400. On est à 404, je crois, ce soir dans les Alpes-Maritimes, ou à 407, donc on se rapproche de cette barre fatidique. Jean Castex dit « Non, je ne me suis pas engagé ». Alors il est prudent, Gabriel Attal, il évite de jeter de l'huile sur le feu entre Jean Castex et Christian Estrosi. Christian Estrosi qui s'est exprimé dans nos colonnes ce matin. Ce que dit Gabriel Attal est assez clair, ces mesures, elles ont été annoncées et mises en place pour 4 semaines. Alors il n'exclut rien, mais il n'ouvre pas la voie à un allègement des mesures et de ce confinement qui ne dit pas son nom. Et on peut tabler sur le fait que ça durera 4 semaines dans les Alpes-Maritimes, car effectivement, il y a la question du taux d'incidence, mais il y a aussi celle de l'occupation dans les services de réanimation. Et il faudrait vraiment que la situation s'améliore de manière spectaculaire pour que le gouvernement envisage de répondre à la demande de Christian Estrosi d'alléger ce confinement.
Denis, est-ce que vous avez interrogé le porte-parole du gouvernement sur le fameux slogan? Je disais tout à l'heure qu'on n'avait peut-être pas de vaccin, mais qu'on avait des slogans en France. Hein, c'est déjà mieux que rien. On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Et le slogan, c'est « Dedans avec les miens, dehors citoyens ». Est-ce que vous l'avez interrogé ou est-ce que vous avez un avis à nous donner sur ce slogan? Alors, moi, j'ai pas d'avis, si ce n'est que personne ne comprend vraiment la philosophie de ces mesures. On l'a vu ce week-end. Hein, on nous dit, on serre la vis, vous allez être un peu plus confiné qu'avant, mais en fait, déplacez-vous comme vous voulez, il n'y a plus d'attestation, finalement il y en a. On ne comprend absolument rien. Gabriel Attal n'essaie pas de se défendre. Hein. D'ailleurs, il a une expression que je trouve savoureuse. Il nous dit, oui, l'attestation qui a été mise en ligne samedi matin n'était pas cristalline. Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Il reconnaît les couacs. Mais il ne s'attarde pas sur les formules qui sont des éléments de langage dont on a bien perçu le ridicule et qui ne parlent à personne. Dernière chose, à lire également demain dans cette interview, le bulletin de santé du gouvernement, parce qu'on le rappelle, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, est positive. C'est le cas également de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Et d'ailleurs, elle est dans un état un peu plus préoccupant, parce qu'elle a été hospitalisée. Donc comment vont-elles ? Alors, il nous donne des nouvelles, effectivement, de ces deux ministres. Tout le monde est un peu inquiet, hein, et Jean Castex lui-même s'en préoccupe beaucoup. Gabriel Attal confirme que dans les deux cas, c'est des formes importantes. Il nous parle de formes sévères concernant la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui est toujours hospitalisée. Alors, elle va mieux, mais elle est toujours hospitalisée. Quant à Roselyne Bachelot, elle est toujours chez elle. Elle a des difficultés respiratoires, donc la situation n'est pas terrible. Mais Gabriel Attal nous dit qu'elle répond aux SMS et que c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup Denis. Longue interview donc à retrouver demain avec tous les dossiers du jour dans toutes les éditions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Merci Denis, bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Merci. Bonsoir à tous. C'est préoccupant quand même, hein, la situation de Roselyne Bachelot et d'Elisabeth Borne. Alors, elles ne sont pas plus importantes que le reste des Français, mais forme sévère, on le savait peut-être un peu moins d'ailleurs, hein, pour Roselyne Bachelot. Je ne sais pas si... on savait qu'elle avait ressenti des symptômes respiratoires, bon. On savait qu'Elisabeth Borne était hospitalisée, mais là, ça a l'air ça a l'air sérieux. Alors en même temps, voilà, on imagine qu'un ministre de la République respecte plus que quiconque les gestes barrières, les masques. Alors il ne s'agit pas évidemment de montrer du doigt ni Roselyne Bachelot ni Elisabeth Borne, mais voilà, on va leur souhaiter un prompt rétablissement. Ça n'arrive pas qu'aux autres, la preuve, hein, et ceux qui expliquent que c'est une grippette ou qu'il n'y a pas de souci à avoir, il faut quand même être extrêmement prudent et faire attention. Allez, il nous reste 8 minutes dans ce grand direct à passer ensemble. On va les consacrer à de jolis reportages, à de belles nouvelles. Il y a des découvertes qui se font aussi durant cette période de crise sanitaire. À Nice, notamment, un abri anti-aérien a été exhumé alors que la place sous laquelle il se trouve était en cours de rénovation. C'est Marie Justo qui vous explique tout ça dans la capitale azuréenne. Une étonnante découverte. Ici, au cœur du square Colonel Jean-Pierre à Nice, un abri anti-aérien civil a été exhumé. Une cavité en sous-sol, une galerie longue de 60 mètres construite dans le cadre de la défense passive, une notion née dans les années 30 pour se protéger en cas de guerre. Pour prévenir la population des bombardements, il y avait 3 types d'abris. Les abris construits dans les caves, sous les immeubles, à des endroits stratégiques de la ville. Également des abris beaucoup plus profond, beaucoup plus important, un abri de gros effectifs pour environ 1000 personnes. Et ce genre d'abri, ce petit abri civil qui se trouvait, comme je l'ai dit, sous les jardins publics, qui permettait aux gens d'avoir été alertés trop tard par les sirènes d'alarme, de se réfugier rapidement dans ce genre d'abri. À l'arrière de la gare ferroviaire, c'était un point stratégique pour couper les ravitaillements allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Une galerie en zigzag où les parois sont inclinées vers le sol et les murs bétonnés. On retrouve encore un dispositif qui est classique des ouvrages de la défense passive, c'est-à-dire que dans un renfoncement, on a l'emplacement des WC publics. Puisque le bombardement pouvait durer assez longtemps, donc on avait cette zone à disposition du public et à chaque fois, à cet endroit-là, on a une ouverture d'aération, donc qui permettait d'aérer la galerie
justement pour respirer en cas de fumée. Et en même temps, en étant au centre de la galerie, ça permettait que l'air circule. Le site sera évidemment conservé en l'état. Seuls des travaux de consolidation seront effectués et une modélisation en 3D réalisée à destination du public. Je sais pas vous, mais moi ça me fascine toujours qu'on puisse découvrir comme ça des vestiges. Alors là c'est de l'histoire relativement récente à l'échelle de l'humanité, mais c'est une place qui a déjà été rénovée. On vient d'exhumer, voilà. Oui. Et en voyant ce beau reportage, je me disais qu'il y a un point commun entre l'archéologie et le journalisme, c'est que l'archéologie, il n'y a pas besoin d'aller en Égypte pour en faire. L'archéologie urbaine découvre des choses fantastiques. Et le journalisme, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire du grand reportage. Vous pouvez faire du grand reportage dans la rue en face de chez vous. Ça dépend du sujet qu'on traite. Et là, je trouve ça assez fantastique. Alors l'un des exercices les plus périlleux du journalisme, c'est le portrait. Alors c'est pas vraiment un portrait, c'est plus une rencontre avec cet horloger de Gardanne, très beau métier, qui est un métier précieux, un savoir-faire qui se perd. Meilleur ouvrier de France, entreprise du patrimoine, c'est un label qu'on met beaucoup de temps à décrocher. Eh bien on va se plonger justement dans le temps, les maîtres du temps, avec Manon Mujica. Quand on fait tourner les dents, les roues, on voit que les roues bougent nettement à l'intérieur des trous. C'est un horloger pas comme les autres. Dans un atelier qui se fond dans la campagne gardanaise, Thierry est au service du temps. Horloge, montre, il répare mais aussi crée des pièces uniques. Un métier de passion. Je trouve que le produit horloger, on va dire la manipulation du temps à travers l'objet est vraiment quelque chose de captivant et d'intéressant. D'arriver à matérialiser l'immatériel dans un mécanisme qui est utilisable par tout le monde, j'ai trouvé ça absolument fantastique. C'est après avoir travaillé pour de grandes marques que Thierry est élu meilleur ouvrier de France en 2000. Aujourd'hui, c'est de la rigueur mais aussi de la patience qu'il met au service de pièces parfois très anciennes. Alors, voyons voir cette horloge. La vieille dame du XVIIIe siècle. Enfin, elle est plutôt début 19e. Maintenant, on va pouvoir remettre le cadran, les aiguilles et attaquer la partie réglage, de manière à être d'ici une quinzaine de jours à peu près aux alentours de 1 minute de variation par semaine pour pouvoir la livrer aux clients. Un métier hors du temps que l'horloger souhaite transmettre aux futures générations. Parce que si ça monte, tu démontes la lampe. J'essaye vraiment de transmettre le cœur qui m'anime aux jeunes qui viennent, de les faire rencontrer une autre perception du métier telle qu'elle n'est pas abordée dans l'enseignement classique. On commence à avoir des jeunes qui reviennent de Suisse et qui restent en France et qui commencent à produire de l'horloger de haute qualité. Thierry travaille le plus souvent à l'instinct et intervient sur n'importe quelle pièce, une compétence qui l'a conduit à obtenir le titre d'entreprise du patrimoine. Petit à petit, on a franchi les frontières locales pour passer au national et aujourd'hui, voilà, on reçoit des demandes de l'international avec des demandes, par exemple, quel type de montre je dois acheter pour faire tel sport, quoi. Si la restauration du Marais-Grave de Marseille est l'une des fiertés de Thierry, il espère que demain, ses futurs jeunes apprentis soient les nouveaux maîtres du temps. Voilà, je corrige, évidemment, j'ai annoncé un reportage de Manon Mujica, mais je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'était la voix et le montage de Cindy Chevaux et les images de Marie Coursin. En parlant de sport, vous savez que si vous avez une belle montre automatique, il ne faut pas faire de golf, par exemple, de sport de contact qui pourrait nuire au mécanisme. Voilà, je vous donne cette information donnée par Théo Sarfati, notre ingénieur du son, qui est un spécialiste et de golf et de montre. Et vous avez noté que Thierry, le maître horloger, avait son bel uniforme de MOF avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Eh oui. Non, mais c'est impressionnant. Fascinant de minutie. Voilà, exactement. Et puis de rigueur. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Et je fais un petit clin d'œil pour terminer à Antoine, fidèle téléspectateur du Grand Direct, qui nous interpelle sur les réseaux sociaux parce qu'il a suivi avec attention l'interview de Julie Otoloyas, esthéticienne, et il me dit, voilà, nous, ce sont les couturières aussi qui sont punis par ce confinement. On ne manquera pas de réaliser des reportages aussi avec ces professions qui souffrent beaucoup et qui, effectivement, sont pas moins essentielles que les autres. C'est un débat qu'on va avoir tout au long de ces 4 semaines. Je sens sur le plateau du Grand Direct au fur et à mesure des évolutions législatives. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci donc à Théo Sarfati, Sébastien Liotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. Bonne soirée à vous sur les antennes d'Azur TV.